Ce mois-ci, Christian Scalisi, notre maître sommelier, nous livre quelques-uns de ses petits secrets pour servir et apprécier un vin. Christian, bonjour. Bonjour Laurent. Aujourd'hui, on va passer à la phase pratique du vin. On voit sur la table des ustensiles, est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, alors aujourd'hui effectivement on va faire un petit peu de cas pratique et on va essayer de faire un petit peu le tour de savoir comment bien servir son vin à la maison, quelles sont certaines règles à respecter, quelles sont quelques petites astuces à utiliser et essayer de mettre en valeur au maximum en fait le service du vin de façon à avoir un excellent complément à la cuisine que l'on a prévu pour un repas. Donc la première petite chose qu'on va voir, comme vous avez vu sur la table, j'ai une bouteille de vin, un panier à vin, une carafe à vin, une bougie, un limonadier pour ouvrir les bouteilles, c'est quand même plus utile, et trois verres un petit peu différents où on reviendra dessus. Alors la première chose que je voulais vous montrer et dont je voulais parler, c'est donc le décantage, qui est une action un peu mystérieuse pour beaucoup de gens, mais en fait c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Le décantage, c'est simplement le fait d'aérer un vin, de le passer de la bouteille à la carafe. Donc, j'allais dire sur le côté un peu traditionnel du décantage, on le faisait dans le temps sur des vieux vins, parce que c'était simplement l'action de séparer le vin du dépôt. Aujourd'hui, des vieux vins on en boit un petit peu moins. Ils ne sont pas forcément destinés à être décantés, parce que j'allais dire les vins sont peut-être un petit peu plus fragiles. En revanche, on utilise très couramment la mise en carafe en fait pour aérer les vins. Donc on le fait, j'allais dire naturellement pour les vins rouges. L'idée, le fait de le passer en carafe, comme je le disais, c'est que ça assouplit les tanins, ça permet à un vin qui a passé 2, 3, 4, 5 ans en bouteille, de s'aérer tout de suite et de devenir un petit peu plus aimable en fait et d'être plus facile à déguster. Donc, alors comme vous avez vu, je suis allé chercher une bouteille à la cave. Alors j'ai utilisé un panier à vin. Alors le panier à vin, c'est un côté, je veux dire, ce côté un peu traditionnel. Bon, tout le monde n'en a pas un, donc j'allais dire ça a le côté un peu folklorique. Alors à la maison, bon, c'est vrai que c'est pas pratique, donc on ne les utilise pas forcément. Si c'est un vieux vin, alors l'idée c'est quand même de monter de la cave un petit moment à l'avance quand même. Vous le montez le matin pour le soir, vous sortez votre bouteille qui a été couchée, stockée, et vous la mettez simplement, vous la mettez droite de façon à ce que s'il peut y avoir un tout petit peu de dépôt dans le vin, qui glisse naturellement jusqu'au fond de façon à ce qu'il ne soit pas complètement mélangé. Donc le panier à vin, c'est très joli, ça a un côté un peu décoratif, c'est sympathique, mais j'allais dire on n'a pas une grande utilité. En revanche, la carafe à vin, c'est un élément indispensable en fait aujourd'hui du service du vin. Alors je vous parlais de carafer des vins rouges, mais sachez qu'on carafe aussi des vins blancs. L'utilisation de l'oxygène pour rendre les vins un petit peu plus aimables, elle est aussi valable aussi bien pour les rouges, pour assouplir les tanins, mais en revanche que pour les blancs, de façon à les aérer. Alors, on ne va pas aérer dans les blancs n'importe quel vin, je veux dire que ce soit dans les blancs ou dans les rouges, il faut que ça soit plutôt des vins quand même relativement puissants, avec des structures, une fois de plus, hein, que ça soit blanc et rouge. Donc, dans les cas, pour faire un cas particulier, les grands blancs de Bourgogne, vous les carafez, certains grands blancs d'Alsace, vous les carafez, les grands blancs de la vallée du Rhône, vous les carafez. Un vin qui a 4-5 ans en blanc, on en trouve aussi de magnifiques en Provence. Un petit passage en carafe lui fera du bien. En revanche, un vin blanc de l'année, un vin blanc de la Loire, un vin blanc du littoral de Provence, où on va être sur la fraîcheur, sur l'élégance, alors là en revanche, absolument aucun intérêt pour les blancs. Donc, à retenir, les blancs un petit peu puissants méritent un petit passage en carafe. Alors pour les rouges, l'idée effectivement à la base c'était pour les vieux vins, le fait de séparer le dépôt du vin. Comme je vous disais, aujourd'hui on va surtout chercher l'aération. Je veux dire, vous avez pour rester chez nous, vous prenez un Bandol rouge ou un Côte de Provence rouge avec une belle structure, un vin qui va avoir 3-4 ans. Si vous l'ouvrez et que vous vous contentez de le boire directement,
on aura un vin quand même qui sera un petit peu bridé. Bien souvent on dit tiens, j'ai ouvert une bouteille de Vendôme, je l'ai goûté le lendemain, il était super. Bah oui, forcément, j'allais dire l'action de l'oxygène a été lente, donc en fait il faut toujours un petit peu de temps parce qu'on a des vins assez puissants. Donc l'idée de les passer en carafe, c'est simplement de le rendre plus aimable et d'améliorer sa buvabilité assez rapidement. Alors le passage en carafe, moi généralement je le fais une demi-heure, une heure avant. J'allais dire, l'idéal, c'est de le décider au coup par coup, c'est-à-dire vous ouvrez la bouteille, vous goûtez, vous voyez par rapport à la charpente s'il faut une mise en carafe un petit peu longue ou plutôt courte. Bon, moi je prends une moyenne de 1 ou 2 heures, j'allais dire ça évite aussi les mauvaises surprises, parce que le fait de le passer en carafe, pour certains vins, on peut comme je vous disais, l'idée c'est de les mettre à maturité très vite, il ne faut pas qu'ils arrivent trop vite quand même. Donc ça peut être le cas pour certains vins, peut-être à structure un petit peu légère, mais bon, c'est à nous de décider à un moment, savoir si ça le nécessite ou pas. Donc c'est une action qui est extrêmement simple, si un jour, puis vous allez voir, c'est vraiment super bénéfique, parce que si vous faites juste l'expérience, vous carafez la moitié de la bouteille simplement, et l'autre moitié vous la laissez dans la bouteille, 1 heure après vous goûtez, dans 2 verres différents, vous avez 2 vins qui sont complètement différents. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc alors la première étape, on va voir comment on ouvre une bouteille. Ça c'est tout bête, mais j'allais dire que ça doit être simple, propre et efficace. Alors, il faut un outil, hein, ça c'est bien. Alors le petit tire-bouchon, on tire comme ça, c'est rigolo, hein, c'est folklore, il y a le bruit, c'est sympa, mais bon, le vin il n'aime pas trop ça quand même. Hein. J'allais dire, quand on ouvre certaines bouteilles, j'allais dire, ça fait quelques années qu'on les a dans la cave, on les a payés un petit peu cher, il faut leur donner un petit peu de respect, quoi, voilà. Mais donc un outil, aujourd'hui on en trouve de partout. J'allais dire, chez les vignerons, vous les sollicitez, vous en donneront. Vous allez dans les rayons des grands magasins, au rayon vin, vous en trouverez des très designés. Donc voilà, donc avoir un bon outil pour éviter de faire n'importe quoi. Donc alors, la lame, on la prend. Donc votre bouteille, elle est posée, elle est remontée de la cave, donc on ne l'a pas trimballée dans tous les sens. Hein, voilà. On la laisse le vin pas trop bien être agité, surtout quand il est encore en bouteille. Après c'est différent. Donc l'idée, c'est que vous prenez la lame, la bouteille est fixe et ne bouge plus. C'est vous qui bougez, c'est absolument pas la bouteille qui bouge. Donc on va en revanche trancher la capsule, et la capsule, on va la trancher sous la bague. En fait, vous avez une petite bague ici. Alors c'est pas au-dessus, c'est pas au milieu parce que c'est pas pratique, mais en revanche, c'est en dessous. Donc, on y va. Et après, clac. On enlève et on vient tranquille. On l'essuie quand même pour enlever les petites poussières et les petites choses qui peuvent se balader dessus. On prend notre lame, on la plante, on tourne. Alors pas tout à fait au fond, d'accord. On va juste un petit peu sortir le bouchon, juste un petit peu pour le décoincer, et après on renvoie pratiquement jusqu'au bout. Et là, alors on tire sur la hauteur, on ne se penche pas comme ça. Si vous penchez comme ça, vous avez un bouchon qui est un petit peu long, vous le cassez à tous les coups, ça ne rate pas. Donc on le sort. Alors généralement, on l'arrête un tout petit peu, 1 centimètre avant, enfin on le sait par rapport avec l'habitude, et tout doucement. Voilà. Voilà. On essuie, de façon à ce qu'il n'y ait pas quelque chose qui tombe dans la bouteille. Voilà, c'est fait, c'est propre. On enlève le bouchon. Alors vous verrez que souvent des professionnels sentir le bouchon. Alors, le fait de sentir le bouchon, ça vous donne plein d'indications. Alors la première, c'est de savoir s'il y a un risque que le vin soit bouchonné. C'est-à-dire, c'est très simple. Si votre bouchon, il sent le vin, aucun problème. Si votre bouchon, il sent très fort le liège, vous pouvez être sûr que votre vin va être bouchonné. En revanche, j'allais dire, c'est vrai que le fait de le sentir, j'allais dire, avec l'habitude, vous savez exactement en fait ce que vous allez trouver dans le vin. C'est-à-dire si vous allez avoir un vin qui va être évolué, si vous allez avoir un vin qui va être ouvert, s'il va être fermé, etc. Bon, ça, j'allais dire, c'est un petit peu d'habitude, mais toujours prendre l'habitude de le sentir, et ça vous permet d'éviter les mauvaises surprises. Après, la mauvaise surprise, vous le mettez dans le verre, vous servez, vous vérifiez, quoi. Ça, c'est super simple. Alors ça, une fois que c'est fait,
C'est très simple. Alors la bougie, ça a le côté un peu cérémonial. Hein. C'est-à-dire que effectivement, quand dans le temps on décantait des vieux vins, on utilisait des paniers. Donc la bougie ne servait uniquement que de source de lumière à hauteur du goulot, de façon à pouvoir arrêter la mise en carafe dès lors qu'on voyait commencer à apparaître le dépôt. Donc comme je vous disais, là en l'occurrence on est en train de décanter un vin jeune, le fait de voir le dépôt, il y a peu de chances qu'il y en ait. Donc voilà. Alors après simplement, toujours avoir une carafe qui soit propre. Alors moi j'aime bien j'allais dire les carafes avec une surface un petit peu large, de façon à ce que le vin ait une prise d'oxygène le plus large possible. Bon, il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes. Celles qui sont souvent en canard sont plutôt, moi je les utilise plutôt pour, là aussi, pour des vieux vins. Parce qu'un vieux vin, j'allais dire, il ne faut pas trop qu'il ait de choc. Et j'allais dire là, la mise en carafe se fait délicatement, doucement. Donc le vin est très peu choqué. En revanche, sur des carafes comme ça, c'est plus effectivement sur des vins jeunes, parce que le vin, au fond, va avoir une surface de contact à l'air qui va être importante. On va avoir une manipulation qui va être un petit peu plus violente, entre guillemets. Voilà, mais bon, je vous dis, vous en trouvez de toutes les formes, à tous les prix. Il est très joli, donc c'est pas franchement un problème d'avoir une carafe à la maison. Donc là, on va simuler en fait l'éventuelle présence de dépôt, bien qu'il y en ait relativement peu. Donc une fois que votre bouteille est ouverte, vous la prenez votre carafe dans une main, et puis vous versez très simplement. Alors comme vous voyez, je ne me sers pas de la bougie en fait, parce que sur ce type de vin, je n'en ai pas besoin. Si je dois me servir de la bougie parce que je décante un vieux vin, à ce moment-là, je fais en sorte de me mettre juste au-dessus de la bougie. Bien qu'avec une source de lumière, même naturelle, on voit quand même relativement bien à travers le goulot. Alors il faut le faire de façon régulière, tranquillement. Voilà, c'est terminé. Notre vin est dans la carafe. Alors je vous le répète, là on est sur un vin jeune, donc on peut se permettre de l'aérer un petit peu, de le bouger un petit peu. Ça lui fera que du bien. Voilà. Alors il y a une autre chose qui est extrêmement importante aussi pour le service du vin et bien déguster un vin, c'est le choix des verres. Alors là, il y en a de toutes les formes. Alors, bien que maintenant on a un peu moins de verres un peu fantaisistes. Alors je vous en ai pris 3 volontairement. Ils sont simples, ils sont clairs, mais ils sont efficaces. Alors celui-ci qu'on voit assez régulièrement dans les salons ou dans les dégustations, ben c'est le verre INAO. C'est-à-dire le verre INAO. L'INAO, c'est l'Institut National des Appellations d'Origine. Donc c'est le verre officiel à dégustation. Parfait pour déguster des vins. À table, c'est pas super pratique, c'est pas super rock'n'roll. Alors il en existe dans la même forme, même un petit peu plus grand. Ceux-là sont intéressants. Bon, c'est des verres un peu professionnels, on en trouve. En dégustation, c'est parfait. À table, c'est un peu petit. Vous voyez, enfin, pas simplement que la forme du verre, c'est que la quantité aussi du contenu qu'on peut mettre à l'intérieur est quand même un petit peu limite. Donc évitez les verres trop petits, ça n'a pas grand intérêt. 2 verres que moi j'affectionne particulièrement parce qu'ils sont très jolis, ils sont très élégants. À table, j'allais dire, ils se comportent bien, ils sont solides. Alors le secret pour un bon verre à vin, c'est qu'il y a un bas relativement évasé en fait, et que le haut se referme gentiment. Alors en revanche sur celui-ci, vous voyez, il se referme, mais à la limite un petit peu trop, parce que ça devient des fois un petit peu technique pour arriver à boire. L'idée c'est qu'il se referme de façon à concentrer les arômes. Voilà. Après, au niveau des choix des verres, j'aime beaucoup ce type de verre à table parce qu'on met une quantité raisonnable de vin. Moi je sais que je ne suis pas fan des très gros verres parce que c'est pas la peine de faire une piscine de vin non plus là-dedans. Il vaut mieux se servir au fur et à mesure et avoir juste ce qu'il faut au niveau du vin. Mais Christian, moi qui suis un béotien, la température des vins est-elle la même pour les blancs, les rouges et les rosés? Non, certainement pas. Et en plus, j'allais dire, il y a des nuances en fonction de l'âge du vin. Alors pour les blancs, si on est sur un vin blanc jeune, vif, de type Côte de Provence 2010, du littoral, un cassis, un vin blanc de la Loire, un bourgogne à ligoté, enfin, sur des vins blancs,
je veux dire sur la jeunesse et sur la fraîcheur, c'est bien de les boire autour de 8 degrés. Alors en revanche, il faut savoir qu'au plus on va descendre la température d'un vin, et au plus on va masquer ses arômes, et au plus, j'allais dire, le vin sera un petit peu bridé. Au plus on montera, et au plus on va libérer les arômes, mais l'idée c'est de ne pas trop monter, parce qu'au plus un vin sera chaud, au plus les vapeurs alcooliques vont être présentes. Donc c'est vrai qu'il faut faire super attention. Donc sur un vin jeune, c'est autour de 8 degrés. Tout à l'heure on parlait des grands blancs de garde ou des grands blancs en général, comme les grands Bourgogne blancs, les grands vins blancs de la vallée du Rhône, certains grands Bordeaux, certains Provence blancs, vinifiés de façon à avoir des structures un petit peu plus puissantes. L'idée c'est quand même autour de 12 degrés, ça c'est bien. Je peux vous dire que quand vous goûtez un grand Bourgogne blanc, vous le sortez à 8 degrés, vous avez quelque chose qui est fermé, qui est dur, qui est pas du tout élégant. Dès que vous commencez à le monter tout doucement autour de 12-14 degrés, alors là c'est extraordinaire. Vous avez toute la finesse des arômes qui se libère, vous n'avez plus en fait le même vin. Donc la température sur les blancs est extrêmement importante. Alors en revanche sur les rosés, on va être sur des vins de toute façon à boire relativement jeunes, donc entre 6 et 8 degrés c'est absolument parfait parce que c'est des vins qui se boivent sur la fraîcheur, qui se boivent sur l'élégance, donc on n'a surtout pas besoin de les monter en température, ça n'a pas franchement d'intérêt. Pour les rouges, alors on va avoir une plage qui va être un petit peu plus large parce qu'on va commencer à 14 degrés pour des vins rouges friands, légers, type Beaujolais, type vin rouge de la Loire comme les Saumur Champigny, etc. Ou des fois sur des Provences qui vont être vinifiées de façon à être sur le fruit, à être sur l'élégance. Donc là, autour de 14-16 degrés, c'est bien parce que, j'allais dire, on va avoir toute la finesse du fruit qui va sortir. On va avoir aucune vapeur d'alcool, rien du tout. On va être vraiment, vraiment sur la fraîcheur. Ensuite, si on va aller sur des vins un petit peu plus structurés, un petit peu plus puissants, un Bandol rouge, ça sera parfait autour de 18 degrés. Voilà. Là c'est vraiment la température idéale. Au-delà, c'est pareil, j'allais dire, les vapeurs d'alcool vont sortir, donc ça n'a pas grand intérêt non plus. Là, il faut être super vigilant parce que, j'allais dire, d'un vin structuré, puissant qui sera fin à 18 degrés, si vous le collez à 22, 24 degrés, c'est fini, quoi. Parce qu'on parle souvent de chambrer les vins, en fait. Et chambrer les vins, il faut savoir que c'est une très vieille expression qui était utilisée à une époque où les maisons et les appartements étaient à 16 degrés. Aujourd'hui, on est plutôt à 22-23, donc un vin à 22-23, même s'il semble idéal en termes de dégustation, c'est un petit peu juste. L'idée, c'est quand même de les tenir entre 18 et 22 degrés. Oui, c'est la question que je voulais te poser. Quand on a carafé un vin rouge 2 heures avant, comment arriver à l'avoir à 18 degrés? Le problème, c'est que c'est ça, c'est un peu la difficulté. L'idée, c'est de trouver un endroit de la maison qui soit un petit peu frais. Donc ça, c'est pas simple. Alors, soit effectivement, on monte notre vin de la cave, on le met en bas du frigo, si on n'a pas d'autre choix, on le met en bas du frigo, près du bac à légumes, de façon à ce qu'il reste autour de 10-12 degrés, c'est-à-dire à température de cave. Et après, on va le sortir, une heure avant, de façon à ce que, suite au passage en carafe, il remonte tout doucement. Voilà. Moi, généralement, c'est ce que j'essaie de faire. Je sors mes vins autour de 12-14 degrés, je les passe en carafe et je sais qu'une heure après, ils sont à peu près à bonne température. Donc, c'est un petit peu la difficulté. Mais le tout, c'est de trouver une partie de la maison qui soit un petit peu fraîche. Alors, bon, quand je parle de 18 degrés, c'est vraiment le truc un peu pointu. Mais ne pas monter au-dessus de 22 degrés. Je veux dire, sur un service du vin, nous, on est dans une région chaude. Donc, j'allais dire, la sensation de 18 degrés dans le nord et dans le sud n'est pas du tout la même, en fait, puisque le climat n'est pas le même. Mais il faut être vigilant de ne pas les servir au-delà de 22 degrés, parce que au-delà de 22 degrés, un vin servi à 18 ou à 22 il va vous sembler alcooleux, lourd, vineux, alors qu'à 18 degrés, il sera juste puissant, charpenté, mais on conservera quand même une certaine élégance. Et cette température est fonction aussi du vieillissement du vin, ou c'est complètement différent? Ça rentre en ligne de compte, c'est-à-dire sur un vin jeune, de toute façon, un vin jeune et léger, 14. Un vin jeune, puissant et concentré, on va être autour de 16-18 degrés. En revanche, un vieux vin en pleine maturité, c'est-à-dire quelque chose qui va avoir peut-être 10, 15, 20 ans,
on ira plutôt sur, effectivement, plutôt sur les 18-20 degrés. Parce qu'en revanche, la baisse de la température va renforcer l'acidité et la fraîcheur. Sur les vieux vins, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'acidité ou de la rudesse dans les tanins, quoi. Voilà, à 18-20 degrés ici, les tanins seront souples, les tanins seront élégants, on n'ira pas chercher d'acidité. Voilà, c'est difficile, mais bon, on s'achète un petit thermomètre, on le met dedans, on le surveille, on promène le vin. C'est pas simple, mais bon, servir du vin, ça demande une mise en œuvre quand même précise. J'aurais juste une question. On emploie souvent le terme de vieillissement, mais qu'est-ce que le vieillissement d'un vin? Le vieillissement d'un vin, tout est relatif, c'est toujours pareil. Le vieillissement, ce qu'on va qualifier la durée du vieillissement, en fait, c'est le temps qu'il va falloir au vin pour arriver dans sa pleine maturité. Alors selon les vins, selon les régions, ça va aller de 1 an à 10-20 ans. Par contre, j'allais dire, le vieillissement, je suis toujours un petit peu prudent là-dessus parce que un vin de garde qu'on met au fond de sa cave, c'est pas toujours la panacée. C'est pas, on a l'impression souvent que les meilleurs vins du monde sont les vins qui sont les plus puissants, les plus structurés, qui ont le plus de potentiel de garde. Je serais plus dubitatif parce que chaque vin a son moment, chaque vin a son instant, chaque vin a son plat. Donc c'est vrai que ça dépend de plein de choses. Après, pour en revenir sur le côté vieillissement, alors souvent on assimile le vieillissement au vin rouge. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a aussi des grands vins blancs comme en Bourgogne, comme dans le Jura, comme dans la vallée du Rhône. Sont des vins qui ont besoin de temps pour s'exprimer. Mais bon, pour en revenir au rouge, le vieillissement aujourd'hui, c'est peut-être plus le même que ce qu'on avait il y a 30 ou 40 ans. Les vins qui sont produits de toute façon ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ou 40 ans. Pour rester, je vais dire par ici, les bandoles rouges produits dans les années 70 ne sont absolument plus les mêmes que les vins qui sont produits aujourd'hui. C'est-à-dire, vous prenez un bandol rouge 70 ou un grand bordeaux 70, peu importe, il n'était pas question de les boire au bout de 3 ans. Vous goûtiez ces vins-là, on était complètement collés à la chaise, c'était des vins durs, c'était des vins tanniques, c'était des vins austères. Donc c'était des bouteilles qui avaient besoin de 10, 15, 20, 25 ans pour arriver effectivement en pleine maturité, et puis ce vin-là passait par des stades plus ou moins aimables, mais il fallait vraiment du temps pour qu'il se fasse. Aujourd'hui, on peut goûter des grands crus de Bordeaux, des grands bandoles rouges, au bout de 4-5 ans. On a une buvabilité qui est plus facile. On a des vins rouges avec des tanins plus élégants, plus fins, ce qui permet de les boire plus rapidement, et surtout peut-être de les boire pendant un petit peu plus de temps. Donc le vieillissement d'un vin rouge, donc pour le résumer simplement, sa phase de maturité, elle est, je vais dire simplement, là où on prend le plus de plaisir quand on le déguste. Alors on n'est plus dans la réflexion du cycle, on est sur un vin jeune, il va vieillir jusqu'à monter à son apogée. Une fois qu'il est à son apogée, il redescend parce que au moment de cet apogée, les tanins seront les plus fondus, le vin le plus aimable, avec des arômes complexes, etc. Aujourd'hui, l'apogée elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que j'aime bien employer le terme buvabilité parce que le vin c'est du plaisir et le vin est à maturité au moment où on prend le plus de plaisir. Donc même sur un vin très structuré, ça peut être au bout de 5-6 ans par exemple. Pour prendre un millésime peut-être qui est près de nous, qui est 2004. 2004 a donné des vins très austères au départ, très durs. On aurait pu les juger avec un potentiel de garde d'une quinzaine d'années, mais en fait, les 2004 ont été très bien il y a 2-3 ans. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en phase peut-être optimale techniquement, mais par contre, en termes de dégustation et de plaisir, on était vraiment sur des vins optimums. Donc c'est vrai que le vieillissement est toujours un petit peu difficile à cerner, à quantifier, mais le vin, il faut le boire quand on a le maximum de plaisir. Toujours difficile, mais bon, le vin, ça demande un peu d'expérience. Donc c'est vrai que quand on achète une bouteille et qu'on la met dans sa cave, il ne faut pas se tromper. Et quand on en a plusieurs, c'est bien de les regoûter de temps en temps pour voir un petit peu comment ils évoluent. Et quand à un moment, vous en ouvrez une et vous trouvez vraiment que c'est génial, buvez-les surtout. Hein, je veux dire, il vaut mieux les boire que d'avoir des regrets plus tard et de se dire « je les ai ratés ». Mais voilà. Donc quant au blanc, c'est un tout petit peu différent. Une grosse majorité de blancs se boivent dans les 2-3 ans. Comme je vous disais, pour les grands bourgognes blancs, 10-15 ans, c'est pas un souci, quoi. Un grand Meursault premier cru, 10-15 ans,
c'est magnifique. Voilà. Alors après, un petit conseil sur le vieillissement en général, c'est de pas forcément trop attendre les vins, parce qu'à force de les attendre, au bout d'un moment, on passe à côté. Alors, c'est valable pour les rouges, pour les blancs, mais qu'en est-il des rosés? Nos fameux rosés. Alors, les rosés, les vins rosés produits en Provence sont des vins de fraîcheur, sont des vins de fruits, sont des vins de plaisir. Donc, on a l'habitude de dire que dans les rosés, un millésime chasse l'autre, c'est-à-dire on les boit dans l'année. Alors, en revanche, quand on va sur des appellations bien précises comme Bandol, par exemple, autant là, j'allais dire un Côte de Provence du littoral, 6 mois après sa production, c'est-à-dire au mois de janvier qui suit, va être fait, va être élégant, va être déjà apte à être bu et à prendre beaucoup de plaisir. Un Bandol rosé, par exemple, j'allais dire, s'il a 6 mois de plus ou 8 mois de plus, c'est peut-être pas plus mal, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, là où on va avoir bientôt les 2011, on est capable de goûter encore des 2009 et des 2010, qui ont encore une belle tenue. Alors on change un peu de registre, on va être sur des rosés plus complexes, plus vineux, un petit peu plus riches. C'est pas le type de vin qu'on va prendre à l'apéritif, mais j'allais dire, un an de plus sur certaines appellations comme Bandol, ça se fait. Voilà, ça peut se faire. Même si c'est pas le but, mais c'est intéressant. Et en revanche, je vous dis, il n'est pas question de le prendre à l'apéritif, c'est pas des rosés faciles. Là, on va être plutôt sur des rosés de gastronomie qui vont être intéressants à marier sur des cuisines bien spécifiques, comme une cuisine asiatique, comme une cuisine d'Afrique du Nord, etc. Des cuisines un peu riches en couleurs. Alors, passons maintenant, si tu le veux bien, au fameux accord mets-vin. Commençons par l'apéritif. L'apéritif qui est important. Alors, moi je vais vous dire qu'il faut peut-être arrêter tous les alcools forts pour l'apéritif, parce que c'est pas forcément adapté. On va essayer de rester dans l'ambiance vin. À l'apéritif, on peut faire plein de choses. On peut faire, nous on est en Provence, un joli vin rosé sur la fraîcheur, sur le fruit, ça aiguise l'appétit, c'est sympa comme tout. On peut partir sur des blancs secs. Alors, il y a un cépage qui s'adapte particulièrement bien à l'apéritif, c'est le Sauvignon blanc. En Sauvignon blanc, on va le trouver à Sancerre, on va le trouver dans la Loire, on va le trouver à Bordeaux, on en trouve un tout petit peu ici. Mais le Sauvignon blanc, généralement, donne des vins frais, des vins vifs, des vins élégants, des vins nerveux. Donc pour l'apéritif, pour aiguiser l'appétit, c'est sympa comme tout. Alors après, il y a le champagne, le traditionnel champagne. Alors là, on va plutôt s'orienter sur des bruts, plutôt secs. Plutôt encore une fois sur la nervosité, pas la peine d'aller chercher, enfin si on peut, mais pas la peine d'aller chercher des grandes cuvées, on va essayer de rester sur le côté convivial. Il y a plein de choses, il y a des moelleux qui sont sympas comme tout pour l'apéritif. Alors on va aller à Gaillac, on va aller dans certaines appellations de la Loire. Comme le Vouvray. Alors le Vouvray qui est un vin magnifique, là par contre vous y trouvez absolument tout. Alors en revanche c'est pas du Sauvignon, et c'est du chenin, mais à Vouvray on va y trouver des pétillants. On a des vins absolument remarquables, j'allais dire, qui ont des fois pas grand chose à envier à certains champagnes, parce que c'est vraiment sympa à Vouvray. On va y trouver des demi-secs, ça c'est remarquable pour l'apéritif. Je cherchais des moelleux un petit peu légers. Alors on a un peu de sucre, pas trop, c'est magnifique. On pourra aller chercher des grands moelleux, là on va être quand même sur une richesse en sucre un petit peu plus importante, et après on va avoir des secs traditionnels qu'on peut éventuellement aussi boire à l'apéritif, parce que Vouvray produit entre autres des vins relativement élégants. Sinon on a des tas de choses, je veux dire, par ici on fait des fois il y a des petites curiosités qui sont assez intéressantes. On vinifie des rosés en pétillant par exemple, on fait des muscats en pétillant. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit frais, qui soit léger, et qui mettent les papilles en forme pour la suite. Alors, on va arriver aux entrées. Avec des crustacés, qu'est-ce que tu conseilles? Alors avec des crustacés, je veux dire, on a la minéralité, on a le côté iodé. L'idée c'est de rester sur des vins blancs qui soient jeunes, qui soient vifs, qui soient frais. Alors ça va être des chablis, ça va être des bourgognes ligotés, ça va être des muscadets, ça va être des sauvignons de Touraine, ça va être des bordeaux blancs type entre-deux-mers, des sauvignons blancs. Ça va être dans la vallée du Rhône un Saint-Joseph blanc par exemple, ça va être en Provence tout ce qui est vin du littoral, nos magnifiques cassis, les vins produits sur la Londe, dans le golfe de Saint-Tropez. Donc l'idée c'est d'aller chercher la fraîcheur, la vivacité. Si on reste dans les poissons grillés ou les poissons en sauce? Alors deux choses bien différentes.
poisson grillé, on va rester, alors après, ça dépend du poisson, ça dépend, j'allais dire, il faut juste avoir la réflexion de se dire comment est mon plat, en fait. Et j'allais dire, et naturellement, le style de vin vient avec. Donc après, pour le choix du vin, l'idée c'est quand même de les connaître un minimum, les vins qu'on a dans sa cave, pour savoir quoi aller chercher. Mais si on a un poisson, par exemple, comme la sole, qui va avoir, là j'allais dire, je ne fais pas de généralité entre la sauce ou grillée, mais la sole va avoir une chair fine, délicate, tendre. Bon, il n'est pas question d'aller chercher un Puligny Montrachet qui va être puissant, qui va être dur. On va plutôt rechercher sur la délicatesse. Alors si on va rester en Bourgogne, eh ben, on va aller par exemple sur la commune de Beaune, où on a des Beaunes blancs qui sont absolument remarquables. On va pouvoir aller sur la Loire, par exemple, aller chercher certains crus d'Anjou, de Savenière, qui vont être plutôt sur la finesse, plutôt sur la délicatesse. En revanche, si on a de la lotte, ou si on a un poisson aussi riche comme ça, avec une chair un petit peu plus ferme, aller chercher des vins un petit peu plus puissants, comme effectivement des meursault ou comme certains chablis grands crus, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'analyser la texture du poisson, à la limite, pour aller chercher le vin plus ou moins puissant en fonction du poisson. Alors après, on tient toujours compte de la sauce ou de l'accompagnement. Si le poisson est grillé, j'allais dire, on va avoir ces notes grillées, ces notes un petit peu fumées, ben on va aller chercher encore une fois un vin qui soit vif, qui soit frais. Si notre poisson est en sauce, on parlait, si vous faites une sole à la crème par exemple, là il va falloir aller chercher de la délicatesse et de la douceur. Donc on ne va pas aller prendre un muscadet par exemple, c'est pas la peine, là, ça risque d'être un petit peu tendu. Est-ce que pour les viandes blanches ou les viandes rouges, il faut un vin très différent? Oui, quand même. Je vais dire, même si les viandes blanches, c'est toujours pareil. Si vous prenez du veau, vous prenez du porc, la façon dont elle est préparée, la sauce qui va avec, détermine bien souvent le choix du vin. Si on va être sur une viande blanche avec une petite sauce à la crème, par exemple, l'idée, ça sera d'aller chercher un blanc, en fait. Un blanc un peu puissant, un peu riche, avec du caractère. En revanche, elle est agrémentée avec une sauce au vin rouge en fonction de l'intensité, mais c'est vrai que des viandes blanches vont plutôt chercher des vins plus tendres. Si on va dans la vallée du Rhône, on va rester à Saint-Joseph, on va rester sur des gros hermitages, on va aller chercher des appellations de Bourgogne un petit peu plus légères, un petit peu tendres, comme les Oxydurès par exemple, comme les Fixins, comme les Marsanais. On ne va pas aller chercher les gros bandoles rouges, les gros hermitages, etc. Alors, en revanche, là où on va pouvoir aller les chercher, ça va être sur des viandes rouges. Vous faites une belle côte de bœuf, j'allais dire riche en goût. Là, ça demande quand même des vins assez puissants. C'est-à-dire avec une côte de bœuf, on peut y mettre un grand bandol rouge, on peut y mettre un grand Bordeaux, on peut y mettre un grand Bourgogne, un grand vin de la vallée du Rhône. J'allais dire là, les tanins vont se marier, vont être absorbés en fait avec le goût de la viande rouge. Voilà. Donc en fonction de l'intensité, allez choisir toujours le vin qui va avec. Bien évidemment, pour finir un repas, un bon repas nécessite un fromage. Mais alors pour accompagner les fromages, là ça commence à se complexifier un peu. Oui, parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est que sur les fromages, il faut casser un peu le cliché d'un rouge fromage. Parce qu'une très grosse majorité finalement des fromages vont se marier avec des vins blancs et pas avec des vins rouges. Vous prenez tout ce qui est fromage de chèvre, pour une grosse majorité, ça sera un mariage avec des vins blancs. Pour certaines pâtes persillées, par exemple, ça va être avec des moelleux. Et là, pour rentrer dans le détail, vous prenez un crottin de Chavignol, par exemple. Alors, il y a une petite chose, je fais juste une parenthèse. Dans les accords mets et vins, ne jamais perdre de vue l'accord géographique. Vous voyez, par exemple, vous faites une choucroute. Ce qui vient instantanément, ça va être un Riesling ou un Gewürz, pas forcément un cassis blanc. Hein, avec une bourride, à l'inverse, on ne va pas aller chercher un Riesling, on aura plutôt envie de boire quelque chose qui soit méridional. Avec un cassoulet, ça va être un vin du sud-ouest, avec un cochon bertin, ça va être un Bourgogne rouge, etc., etc. Donc ne jamais oublier l'accord géographique. Alors je vous parlais des fromages de chèvre, un des très connus en France, le crottin de Chavignol. Chavignol, c'est un village qui est à côté de Sancerre. Vous mariez avec ça un joli Sancerre blanc, c'est une merveille absolue. Vous allez dans la vallée du Rhône et vous goûtez les petites rigottes de Condrieu, vous mettez justement un Condrieu qui produit juste à côté, c'est une merveille absolue. Voilà, donc les fromages de chèvre, généralement, ils aiment bien les vins blancs.
En revanche, d'autres fromages type Chaours, Vacherin du Mont d'Or, etc., là ça va demander des rouges plus capiteux, plus riches, plus puissants. Voilà, j'allais dire, c'est qu'il existe autant d'accords que de fromages avec les vins. Mais alors c'est difficile, dans un menu c'est difficile j'allais dire, d'avoir fait blanc, rouge, de revenir sur du blanc. Psychologiquement c'est difficile. Gustativement, ça n'est pas tant que ça finalement. Donc il faut essayer. Oui, il faut essayer. Et une des clés, tu viens de nous la donner, c'est peut-être de respecter effectivement l'unité géographique alors. Oui, sauf si on a un plateau de fromage qui vient de toute la France, ça va être compliqué. Mais non, j'allais dire là, c'est un petit peu fait de compromis. Mais c'est vrai que vous faites un plateau de fromage de chèvre, par exemple. L'idée, c'est que quand on constitue un plateau de fromage, c'est peut-être pas forcément de partir dans tous les sens, mais de se concentrer peut-être sur une seule famille. Donc vous faites un plateau de fromage de chèvre, vous proposez un vin blanc qui est du parfum, qui a un petit peu de tenue. Je veux dire, si on passe derrière un rouge, encore une fois, il ne faudra pas aller chercher un muscadet qui va être léger et tendre. On va partir sur une belle cuvée de Sancerre, comme ils savent les faire. Alors on est un petit peu différent peut-être du Sancerre de base, mais on a des vins plus complexes, plus riches. On part sur un Chablis premier cru ou un Chablis grand cru. Même derrière un rouge, j'allais dire, ça tient la route, c'est pas un souci. Voilà, l'idée c'est qu'après le choix soit à peu près cohérent. Alors, dernier moment d'un repas, c'est le dessert. Oui. Et on a des desserts aux fruits et puis on a le fameux chocolat. Est-ce que c'est le même vin avec ces deux types de desserts? Non, absolument pas. Mais alors, souvent la tradition voulait qu'en fin de repas, champagne. Moi je trouve que c'est toujours un peu lourd. Enfin, c'est toujours pareil. Tout dépend du champagne que l'on sert à ce moment-là. Si on veut rester sur le champagne, avec un dessert, si on fait une généralité, on propose un champagne rosé, c'est magnifique. On n'y pense pas souvent, mais dans les rosés champagne, on a des vins qui sont quelquefois un petit peu plus vineux. Donc ce qui est dangereux en fait à la fin, c'est de revenir sur de l'acidité. Là, pour la digestion, c'est un petit peu, et pour la tête, c'est souvent un petit peu redoutable. Donc s'intéresser peut-être au champagne rosé, ou alors dans les belles cuvées, de champagne. Alors c'est vrai que ça demande un peu de sous, mais j'allais dire le plaisir est en rapport. Alors en revanche, oui, on a deux types de vins. On vient sur les moelleux. Là aussi, respecter, c'est très simple. On respecte la couleur, c'est-à-dire avec un dessert à base de fruits blancs, on va mettre un vin blanc moelleux. Un dessert à base de fruits rouges, on mettra un rouge moelleux. Voilà. Donc dans les blancs moelleux, je veux dire, en France on n'en manque pas, hein, que ce soit dans la Loire, on parlait de Vouvray tout à l'heure, on parlait des coteaux du Léon, on parlait des vendanges tardives d'Alsace, on parlait des Sauternes, des Jurançons, dans le sud-ouest on a des choses magnifiques. Après, je reviens un petit peu plus sur le côté méridional, on va avoir chez nous les muscats de Beaume de Venise, les muscats du Languedoc et du Roussillon avec les Rivesaltes, avec les Lunel, etc. On a des magnifiques muscats corses qui demandent qu'à être découverts parce qu'on a vraiment des choses fantastiques. Donc dans les blancs moelleux, j'allais dire, on est servi. En revanche, dans les rouges, on est plus dans une région qu'on connaît moins, on a moins l'habitude d'y aller, mais si vous partez dans le Roussillon, vous revenez avec des Banyuls, avec des Moris, avec ce type de vins-là qui sont des rouges moelleux, en fait. Alors, pour faire la mauvaise correspondance, même s'ils n'ont pas grand-chose à voir, mais on est un peu dans les qualités gustatives du Porto, mais un vieux Banyuls, c'est absolument extraordinaire. Alors on en trouve en plus des vieux Banyuls, des vins qui ont 15-20 ans, on en trouve encore dans les caves, mais aujourd'hui ils développent les Banyuls Rimage, qui sont des vins généralement qui ont 3-4 ans, qui sont éclatants de fruits. Ça c'est remarquable avec un dessert aux fruits rouges, mais aussi avec du chocolat. Là c'est l'accord magnifique, vous faites un opéra avec un vieux Banyuls, là vous êtes bien, là c'est super, un petit café, et on est au top. Ouais, avec le chocolat, c'est ce que tu recommandes? Ben, avec le chocolat, c'est fort, c'est amer, j'allais dire, faut le contrer avec un petit peu de sucre et un petit peu de puissance. Banyuls Mori, Rivesaltes rouge, là il n'y a plus rien à dire. Là. Parce qu'en fait, on part de... Souvent dans l'accord méridien, c'est ça, c'est-à-dire qu'on part de deux choses qui sont très différentes, on les associe ensemble pour donner un autre résultat, mais qui va gagner en finesse et en légèreté. C'est-à-dire, vous prenez le chocolat, un peu lourd hein, le chocolat, c'est-à-dire que c'est la douceur la plus légère, mais vous prenez du chocolat et vous prenez de l'autre côté un Banyuls qui est un vin quand même assez riche, vous mettez les deux ensemble et vous avez une cohésion absolument fantastique avec une explosion d'essence et une explosion de dégoût extraordinaire. Bon après on
on n'en boit pas, on en boit un verre, quoi, hein, je veux dire, on ne boit pas une bouteille à deux en fin de repas. Mais c'est un moment fantastique. J'allais dire en plus, même si on en boit peu, l'idée c'est que ça peut durer longtemps. C'est-à-dire que c'est des vins, même une fois débouchés, vous les gardez, les bagnoles, vous les gardez 15 jours, 3 semaines, voilà. Il faut les garder dans un endroit frais. Et vous fermez, vous mettez ça dans votre cave, ça ne bouge pas. Ça c'est magique, ça, parce que ça dure longtemps et c'est merveilleux. Eh bien écoutez, Christian, merci beaucoup pour toutes ces clés. Avec plaisir, merci Laurent. C'est terminé pour ce numéro. Il me reste à vous souhaiter un très bon mois de mars et je vous donne rendez-vous au 1er avril. Merci, au revoir. Thank you.